Tout est parti d'une question assez simple, c'est où disparaissent toutes les petites choses qu'on perd au quotidien. Vous savez, ce trousseau de clés qu'on retrouve pas, ce livre qu'on a posé sur sa table de chevet, on se réveille le lendemain matin, il n'est plus là. Et puis parfois ce sont des gens qu'on perd de vue, des amis de longue date, qui déménagent, ils ne donnent plus de nouvelles, on se dit que la vie nous a éloignés. Eh bien, je me suis dit que ces objets et ces personnes n'avaient peut-être pas été perdus, mais volés, par des créatures qui habitent dans les recoins sombres de notre monde, qui se faufilent jusqu'à nous et qui, lorsqu'on a le dos tourné, nous dérobent. Ces créatures, ce sont les croque-mitaines. Vous savez, ces monstres de notre enfance, cachés sous le lit, dans le placard. Heureusement, il y a certains êtres humains qu'on appelle les retrouveurs, qui ont la capacité de se glisser dans les oubliettes où vivent ces créatures pour essayer de reprendre les objets, les personnes et même les souvenirs perdus. Quand j'ai commencé à réfléchir à l'univers de Perdido, j'ai voulu créer une sorte d'écosystème entre la fiction romanesque et la bande dessinée. Avec un jeu d'écho, un jeu de miroir, les romans se passent de nos jours, dans un New York contemporain. Et mon héroïne, Lucy, va rencontrer une vieille dame nimbée de mystère qui porte des chapeaux à voilettes, on ne voit même pas son visage. Rita Perdido, la créatrice d'une agence de retrouvage, l'agence Perdido. Eh bien, croyez-le ou non, cette vieille dame a été une adolescente, elle aussi. Elle a eu 15 ans, elle a eu l'âge de Lucy, c'était au tout début des années 80. Elle a quitté son Chili natal pour se réfugier à Paris. Et la bande dessinée, Rita Perdido, raconte précisément le passé de ce personnage. On a comme ça un effet d'écho, je le disais, entre le présent et le passé, entre les romans et la BD. Je pense que le thème de la perte, il est vrai à l'enfance, à l'adolescence, il est vrai tout au long de la vie. Ça fait partie de l'expérience humaine. C'est inscrit également dans nos mythologies. Je pense à la perte du Jardin d'Éden. C'est là que commence finalement l'histoire de l'humanité. Et une question qui se pose à nous tout au long de la vie, c'est comment grandir, comment avancer avec nos pertes. Pour moi, la fantaisie, c'est un moyen de faire un détour par l'imaginaire afin de parler parfois avec plus d'acuité de problèmes profonds de la nature humaine. Une expérience qu'on a tous eue, je pense, c'est ce que j'appelle le blues du dimanche soir. Quand on est jeune, avant de retourner à l'école, on traîne un peu des pieds quand le week-end touche à sa fin. Quand on grandit, ça reste, hein, c'est avant de retourner au bureau. Eh bien, je me suis dit, et c'est là que la fantaisie nous permet de prendre la tangente, que nous avions en nous la nostalgie d'un 8e jour de la semaine, le jour magique, le jour fatidique, où toutes les créatures magiques ont trouvé refuge. Ce jour, malheureusement, a quitté le calendrier, mais il y a une bonne nouvelle, on peut y accéder par un très étroit passage entre la dernière seconde du dimanche soir et la première du lundi matin. Si on réussit à s'y glisser, on arrive à Fatidi, ce jour qui est devenu une île. Et c'est là que vivent notamment les licornes qui sont les seules créatures à encore résister à la tyrannie de la reine Zenithia, qui a décidé d'installer un régime totalitaire. Donc dans les licorniers, nous allons suivre dans chaque album un collégien du monde réel qui a un peu de mal à trouver sa place, hein, qui est rejeté parce qu'il est différent et qui va s'introduire à Fatidi pour rencontrer sa licorne, symbole de sa différence, symbole de cette nature, cette originalité indomptable qu'on a tous en nous. Dans Vampiria, par exemple, j'utilise beaucoup les tarots moi, de Marseille, les arts divinatoires pour l'écriture, c'est un formidable outil d'inspiration. Puis je me suis dit, allez, on va créer un jeu de tarot vampirique qui intervient dans les romans et que les lecteurs eux-mêmes vont pouvoir manipuler par la suite. Tout ça, finalement, ça permet à l'imaginaire de continuer d'exister. Vous savez, en tant qu'auteur de l'imaginaire, on est en bras de fer avec le réel. Ce sont les événements dans la vie réelle qui permettent aussi de continuer à l'imaginaire d'exister. Pour Vampiria, j'ai organisé des balles vampiriques en costume. La cour de Versailles de Louis XIV, l'immuable, se transposait comme ça dans plusieurs villes de France. On l'a fait aussi à Madrid, à Amsterdam, à Helsinki. Et le temps d'une soirée, on devient des courtisans de cette cour immortelle. Donc ça, c'est magnifique. Et bien avec l'équipe de Livres dans la boucle, nous avons imaginé un concours de cosplay. Ça aura lieu d'ailleurs dans un lieu magnifique à Besançon, j'ai hâte d'y être. Ce sera le samedi, où les lecteurs, les lectrices pourront défiler sous leurs meilleurs atours de retrouveurs, de vampires peut-être, hein, je m'attends à tout. Et il y aura un gagnant ou une gagnante, il y aura plein de lots, alors on va bien s'amuser je pense lors de cet événement. La littérature jeunesse et plus généralement la littérature de genre a été vue un peu de haut historiquement en France, on est très cartésien. Je pense que c'est un peu en train de changer. Le public lui a déjà franchi le pas, les prescripteurs franchissent aussi. D'ailleurs on est chez Lire aujourd'hui, hein, dans le temple de la littérature et on fait cette interview, c'est un signe parmi d'autres que les barrières tombent. Ce qui compte en littérature c'est de partir, de faire des voyages, de vivre d'autres vies que la sienne et ça tous les genres peuvent l'offrir.